Les entretiens anthropocènes. Anthropocène. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio Anthropocène. Alors aujourd'hui, nous sommes toujours à Arles, aux rencontres de la photographie. Et nous sommes dans un deuxième entretien consacré à l'Anthropocène. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir dans notre studio, sur notre plateau, Léna Dürr. Donc Léna Dürr, vous êtes photographe, vous êtes née en 1988, vous travaillez à Toulon. Et dans le cadre des rencontres de la photographie ou dans le cadre du Festival de la photo, vous présentez une exposition qui s'appelle Habitat sauvage. Donc c'est une exposition qui est présentée du 1er juillet au 27 novembre au Château Vert, Centre d'art contemporain. Donc est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu depuis combien de temps vous travaillez sur cette exposition ? Alors cette exposition, ça fait plus d'1 an que je la prépare. Ça a été un gros travail de recherche. J'y présente 17 portraits avec 17 entretiens sur bande sonore. Aussi une grosse installation qui reprend une cabane d'une des personnes et un livre qu'on a appelé Inventaire qui reprend 160 photographies qui sont un peu tous les objets de chez ces personnes que j'ai rencontrées, qui habitent dans des cabanes, dans des caravanes, dans des mobil-homes. Donc c'est ça que vous appelez habitat sauvage, c'est des habitats non conventionnels, c'est des gens qui donc n'habitent pas dans les maisons, dans les appartements ordinaires. Et si on faisait 3 pas en arrière pour voir un peu le grand tableau de ce que vous appelez les habitats sauvages, est-ce que vous pourriez nous énumérer un petit peu, vous avez parlé des cabanes, des mobil-homes, est-ce qu'il y a différents types, qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre exposition ? Alors il y a aussi des tiny house, caravanes, j'ai déjà dit peut-être. Caravanes, oui. Tiny house, c'est des maisons c'est des petites miniatures maisons presque, roulantes, non ? ouais. Oui. Yurts. Et des tout petits cabanons anciens, en pierre, sans eau, sans électricité. Donc c'est des gens qui habitent dans ces habitats sauvages à l'année, hein, n'est-ce pas ? C'est pas des habitats uniquement pour les vacances. Non. Et là, nous sommes dans quelque chose qu'on pourrait appeler une enquête photographique, presque une enquête documentaire, sociologique. Est-ce que vous êtes dans cette posture-là ou alors de plus en plus dans mon travail, je photographie des gens, je m'intéresse à leur vie. Alors qu'avant, je photographiais aussi des gens, mais c'était que de la fiction en fait. C'était des choses que mes envies personnelles que je leur jetais dessus. Et voilà, maintenant j'ai beaucoup plus un travail sociologique, d'écoute des gens, de recherche presque ethnographique, on va dire. Mm-hmm. Donc votre souhait, c'est de chercher à savoir, à comprendre ce qui se passe, quel est le parcours des personnes. Est-ce qu'on pourrait, parce que moi j'ai imprimé un petit peu 2-3 photos que vous avez partagées avec nous, parce que malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir votre exposition. Je suis vraiment désolé, c'est à plus d'1 heure de Arles, vous avez dit. À plus d'1 heure et demie au centre de la Provence verte. Mais là, j'ai, on va dire, des petites vignettes où on peut voir un petit peu des personnes qui sont dans un environnement qui est le leur. C'est souvent à l'intérieur de leur habitat sauvage ou à l'extérieur, et qui sont toujours entourés d'objets ou qui sont dans des contextes un petit peu de mise en scène. Oui, bien sûr, c'est complètement mis en scène, et en fait, chaque portrait évoque la passion de quelqu'un ou vraiment quelque chose de pourquoi il est là dans cet habitat ou sur ce terrain. Donc voilà, c'est quand même de la mise en scène. Et comme vous avez dit tout à l'heure, chaque photo est accompagnée d'un entretien ou d'un enregistrement audio. Et j'en ai écouté plusieurs, et j'ai l'impression que vous avez proposé à tous les participants une sorte de questionnaire
qui leur posait la question de savoir pourquoi ils se sont installés dans des conditions particulières, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils n'ont pas, parce que ça change d'une situation à l'autre. On n'est pas du tout dans le même contexte entre une personne qui habite dans une yourte, j'imagine, et un mobile home. Il y en a qui sont raccordés au réseau électrique, d'autres pas du tout. Donc vous faites une sorte de cartographie de leur habitat. C'est bien ça? Tout à fait. En fait, c'est un questionnaire. J'ai travaillé pendant pas mal d'années avec une ethnologue. Donc j'ai appris un peu comment elle travaillait, comment elle posait les questions à des personnes. Et donc j'ai repris ce style de questionnaire pour vraiment comprendre les motivations de ces personnes. Et comme vous avez dit, voilà, est-ce qu'ils sont raccordés à l'eau, comment ils se chauffent, la saison préférée, est-ce qu'ils sont là par dépit ou vraiment par motivation, et voilà. Donc chaque portrait, donc nous avons le portrait de la personne, mais nous avons aussi des objets qui l'entourent, avec lesquels la personne elle vit, elle est en contact quotidien. Ces objets sont plutôt rassemblés dans le livre qui s'appelle Inventaire. Et par contre, les objets, cet environnement est toujours évoqué au sein de l'entretien. Alors, ce qui m'intéresserait là-dedans, c'est quel est le rapport entre l'objet photographique et l'entretien. Est-ce que l'un est le prolongement de l'autre? À quel moment vous avez eu besoin d'aller vers un questionnaire, justement? Est-ce que la photographie, elle se suffit pas quelque part toute seule pour montrer, pour représenter le monde? Alors j'ai eu envie, pour la première fois dans ma pratique, de faire parler les gens, en fait, qui se racontent, et puis qu'on puisse les écouter, en fait, en les regardant, tout simplement. Et alors, si on prenait par exemple le premier portrait, est-ce que vous pourriez me dire quelque chose pour situer un petit peu la personne dont j'ai entendu l'entretien audio? Il s'agit de Patricia, voilà. Donc nous avons une femme qui est assise sur une chaise, qui n'est pas une chaise, c'est un banc de musculation. C'est un banc de musculation sur une terrasse devant une maison qui est une cabane, en fait. C'est une maison en pierre, en fait, c'est un tout petit cabanon en pierre. Et nous voyons à l'extérieur de la maison, donc sur la terrasse, des appareils électroménagers. Il y a une gazinière, il y a des plantes, il y a du mobilier, et elle est en train de tenir un poids de musculation. Donc elle est dans une sorte de position un peu sportive, voilà. Et elle parle aussi du sport dans son entretien. Oui, Patricia, donc c'est une femme d'une 60aine d'années qui a eu plein de vies, en fait, on va dire. Elle a vécu sur un bateau pendant longtemps et elle a été prof de musculation, donc c'est une grande sportive. Voilà, j'ai voulu représenter ce petit détail dont elle m'a parlé dans sa photographie. Et puis voilà, c'est une femme forte qui vit toute seule sur un terrain escarpé. Elle a vécu 10 ans sans eau et sans électricité. Et donc voilà, je voulais montrer en elle cette force. Et à propos des autres personnes, c'est des gens qui sont installés dans un habitat que certains appelleraient précaire. Pour eux, c'est un choix délibéré, donc ils ne se considèrent pas toujours dans la précarité. Pour eux, c'est un choix. Non? Ou est-ce que vous avez rencontré des personnes pour qui ça n'a pas été un choix, où ils ont, on va dire, atterri dans un habitat sauvage sans l'avoir cherché? Pour la plupart, c'est vraiment une motivation personnelle d'habiter dans ce type d'habitat. Alors c'est rigolo parce qu'il y a juste ma voisine qui fait partie de la communauté gitane et qui adorerait avoir une maison dans un lotissement avec un jardin et vraiment tout le confort et plein d'objets et plein de matériel électroménager. Mais enfin voilà, par manque de moyens et parce qu'elle a toujours vécu comme ça, elle reste dans ce type d'habitat. J'ai l'impression que pour le projet, vous avez dû voir
vraiment un éventail d'habitats très différents. Est-ce que vous pourriez nous faire une sorte de visite guidée comme ça? Quel type de logement vous avez vu? Est-ce qu'il y a souvent de l'électricité, l'eau? Quels sont les traits récurrents de ces habitats? Alors pour beaucoup, alors je vais parler aussi de moi parce qu'en fait le projet vient de mon habitat. En fait, j'habite dans un mobil-home depuis quelques années et mes parents aussi ont habité en mobil-home. Donc voilà, c'est vraiment un choix de vie à l'extérieur et au grand air. Oui, moi je voulais plutôt parler de l'eau. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas raccordés à l'eau et donc qui ont des forages. Et donc dans le Var, en fait, on commence à plus avoir beaucoup d'eau. Donc je pense que c'est aussi une façon de respecter l'environnement et ce qui nous entoure et toutes les problématiques actuelles par rapport au climat. On fait plus attention. Moi, quand je prends une douche, mon cumulus d'eau chaude, il est tout petit. Donc je sais que j'ai une toute petite douche. Et donc voilà, on fait plus attention à ces choses-là. C'est vrai qu'on a souvent l'impression, à écouter les entretiens que vous avez réalisés avec les gens, que nous sommes dans une sorte de démarche de sobriété volontaire et souvent heureuse, parce que les gens ils expriment souvent leur satisfaction à vivre au grand air ou vivre différemment de la norme. En fait, est-ce que pour autant ils se considèrent comme à la marge de la société ou à la marge de la norme? Comment on se construit une identité par rapport à la norme lorsqu'on habite dans un dispositif qui n'est pas spécialement de la norme dominante? Alors, dans le questionnaire, il y a cette question de marginalité que je pose aux gens. Et en fait, pour beaucoup, le terme marginal, il est péjoratif en fait. Donc il y en a plein qui me disent non, moi je suis pas marginal, j'ai la télé, j'ai un frigo, j'ai une voiture, je me déplace. Et pour beaucoup en fait, voilà, c'est plutôt quelque chose de positif d'être un peu à l'écart de la société, de tout ce qui se passe et de faire un peu différemment. Alors j'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous photographier des personnes dans leur environnement entourées des objets dont ils se servent. Vous avez déjà utilisé en quelque sorte cette forme dans vos projets précédents, notamment je pense à un projet qui s'appelle Teenage, et où l'on voit aussi des gens entourés d'objets. On ne sait pas très bien en fait pourquoi ils sont entourés par une telle accumulation d'objets dont ils se servent ou pas. Parfois c'est un garage. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ce projet, même si celui-ci est beaucoup plus documentaire. Il est beaucoup moins du côté de la fiction que vos projets précédents. Donc c'est peut-être une sorte d'évolution dont vous avez commencé à parler tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu ce passage ou cette évolution, cette direction que vous commencez à prendre? Alors dans la série Teenage, en fait, c'est un peu la série fondatrice de mon travail. C'est la série de mon diplôme. Et donc tous les objets qu'on voit dans cette série-là, c'est ma collection personnelle d'objets. En fait, je suis une grosse accumulatrice d'objets chinés en brocante ou dans les puces, plutôt des objets usuels ou des objets souvenirs en fait que voilà, les gens veulent se débarrasser, qui ont été produits en grand nombre. Et voilà, c'est plus une critique de la société actuelle et tous ces objets qu'on ne sait plus quoi faire dans cette série-là. Donc c'est complètement des fictions. Les filles n'habitent pas dans le lieu, les objets ne sont pas réels. Voilà, c'était pour recréer des histoires. Donc là, vous avez basculé du côté documentaire. Tout à fait. Et ce soir, ça se passe comment? Est-ce que vous avez l'impression d'accéder à quelque chose de nouveau ou de perdre votre terrain de prédilection? Est-ce que vous retrouvez le même type de jeu
dans la mise en scène, ou y compris dans les objets eux-mêmes qui sont représentés, puisque les personnes qui posent dans leur habitat sauvage sont entourées des objets tout à fait pratiques ou des objets également de croyance et d'attachement personnel. Mais c'est plus tout à fait la même chose que la photographie de fiction qui va nous propulser ailleurs. Alors, est-ce que vous avez l'impression de poser des pieds sur terre? Oui, enfin, un peu plus. En fait, il y a quand même toute cette découverte, en fait, parce que ces gens-là m'ont vraiment fait rentrer dans leur intimité. J'avais le droit d'aller partout pendant 1 jour, 2 jours pour photographier tout ce qu'ils avaient chez eux. Même j'avais le droit d'ouvrir les tiroirs, des choses comme ça. Donc c'est aussi une découverte de l'objet, de voir si ils ont les mêmes choses que moi, ou si entre eux il y a des choses qui se retrouvent. Donc c'est quand même une belle chose. Alors je vais rebondir justement sur ces objets. Il y a dans les portraits des habitats sauvages un autoportrait, le vôtre. Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Vous vivez dans un mobil-home et vous avez parlé aussi de votre collection d'objets qui se trouve en partie dans le mobil-home. En tout cas, c'est bien ça dont on a l'impression, puisqu'on vous voit assis sur un sofa, et puis on voit que vous tenez un crâne. Derrière vous, il y a une statue d'un chien, j'ai l'impression, et que derrière vous, il y a une broderie d'un cheval. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu votre intérieur, puisque vous le connaissez, vous n'avez peut-être même pas besoin de la photo. Comme ça nous permettra aussi d'entrevoir quels sont les objets que vous, personnellement, vous collectionnez. Alors, tous mes objets ne sont pas dans le mobil-home, parce que sinon je ne pourrais pas habiter dans le mobil-home. Donc j'ai une pièce chez mes parents qui habitent à 3 km dans le village, où j'ai des caisses où il y a tous les objets répertoriés par type qui s'accumulent sur des mètres de haut. Et en fait, quand j'ai commencé à habiter dans le mobil-home, je me suis dit je vais pas commencer à mettre des objets partout, parce que ça va être surchargé, ça va être compliqué. Donc il m'a fallu quelques temps en fait pour redécorer mon environnement, mais vu que je peux pas vivre sans ces objets. Donc, si vous pouvez pas vivre sans vos objets, au moins vous les classez. Oui. Si vous pouvez pas les avoir auprès de vous, vous les classez, puisque vous produisez des séries qui sont entièrement consacrées à vos collections, des sortes de catalogues raisonnés. Ça s'appelle collection. Et la photo que j'ai vue, elle est assez petite. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous raconter un petit peu quels sont les types d'objets que vous collectionnez, parce que c'est assez fascinant. Alors, j'adore les tableaux en point de croix, parce que c'est quelque chose que tout le monde connaît. Puis, quand on fait du point de croix, en fait, juste on reproduit le dessin qu'il y a dessous, et on pense qu'on fait une création personnelle, mais en fait, tout le monde fait la même. Donc, j'aime bien un peu, je trouve ça rigolo. Je collectionne pas mal les objets religieux, parce que je vois des crucifix, des cierges avec Vierge Marie, non, j'imagine. Oui, en fait, il y a dans la religion chrétienne quelque chose qui me fascine. C'est à la fois hyper triste et les objets sont hyper kitsch et hyper colorés. Donc il y a un peu ce contraste que j'aime bien. J'ai beaucoup de vêtements aussi. Maintenant je m'en sers plus, mais avant ça me permettait d'habiller en fait les gens que je prenais en photo. Et après c'est beaucoup de choses issues de la culture populaire, des canards en plastique. D'accord. Donc à part des collections et des catalogues de vos objets, de vos collections, vous produisez également des installations. Donc non seulement vous utilisez les objets pour créer des mises en scène avec des modèles que vous mettez en scène dans les photos, mais vous produisez aussi des installations comme des appartements témoins que vous remplissez, vous créez. En fait, vous partez d'un objet, d'une collection d'objets pour créer des véritables paysages.
Ah, donc là j'ai sous les yeux des photos d'une œuvre qui s'appelle Appartement témoin 1, que l'on trouve sur le site documentartiste.org. C'est un appartement visible depuis la rue qui se situe, je l'avais quelque part... À Toulon. À Toulon, d'accord. Donc c'est quelque chose qu'on pouvait voir depuis la rue. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? C'est justement une grande accumulation de poupées sur un lit, puis des tableaux en pointe de croix. Donc il y a une véritable ambiance, c'est extrêmement travaillé, c'est toute une esthétique, ce n'est pas simplement des objets disposés, mais ils sont mis en scène dans une théâtralité parfaitement cinématographique. On ne sait pas trop dans quelle fiction on est, mais quels sont les lieux qui vous inspirent en fait, pour ce type de travaux? Alors, ça reprend beaucoup la chambre de la grand-mère ou le salon de la vieille tante, en fait. Parce que j'utilise aussi pas mal de papier peint à chaque fois pour recouvrir les murs. Et en fait, dans ces lieux qu'on peut souvent voir que par la fenêtre, il y a ce côté un peu voyeur. Et ce que je trouve assez rigolo, c'est que quand le regardeur voit ces objets, ils retrouvent des choses qu'ils ont vues chez leur famille. Et donc là, c'est vraiment accumulé avec le plus de choses. C'est quelque chose. Vous parlez de la familiarité. Effectivement, c'est difficile d'imaginer qu'on n'ait pas du tout vu un des objets présentés une fois dans le passé. C'est du déjà vu, en fait. On se dit, tiens, j'ai déjà vu cette scène, soit dans un film, soit chez ma grand-mère ou chez une vieille tante. Je suis de nouveau. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, mais voilà, je suis... Donc c'est ce que vous essayez de saisir, ce monde, on dirait presque un monde immobile, ou un peu pétrifié presque, de passé, de mis en scène. Oui, c'est beaucoup d'objets souvenirs, et dans toute la culture vernaculaire, les choses, ces objets-là touchent vraiment beaucoup de gens. Peut-être vous n'avez pas peur du mot kitsch. Même si justement sur votre site il y a un texte que je recommande à tout le monde, un texte de Maria Djedj. Voilà, qui fait la différence entre l'esthétique de camp telle qu'elle a été formulée par Susan Sontag et l'esthétique du kitsch. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous dire peut-être si vous avez l'impression que vos collections s'inscrivent dans l'esthétique du kitsch ou si c'est un peu autre chose? Alors oui, d'un premier coup d'œil, tout le monde connaît le mot kitsch, donc c'est la chose qui arrive en premier. Et dans la notion de camp, il y a plutôt ce côté bienveillant, en fait. Plus que kitsch, on va parler de quelque chose de ringard ou quelque chose de à bas coût ou quelque chose qui veut reprendre un objet. Par exemple, une dorure en or, ça va être en plastique. Donc vraiment, dans cette question de camp, il y a beaucoup plus de bienveillance. Donc ce texte est super. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel. Et d'ailleurs, votre site est très riche, non seulement, évidemment, avec vos travaux, avec la présentation de différentes séries. À côté des appartements témoins, nous avons... différentes installations des mobil-homes que vous avez produites à différents endroits. Oui, les plus gros objets que je collectionne sont des caravanes. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est pas facile à stocker dans une caravane déjà. Voilà. Eh bien, notre entretien, petit à petit, s'achemine vers la fin. J'aimerais peut-être encore revenir sur cette question de comment on passe de la fiction au documentaire. Est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous pensez revenir dans la fiction, du côté de la fiction et du côté de la mise en scène? Je sais pas. Je pense pas, en fait. Parce que je trouve qu'il y a toujours une part de fiction dans mon travail, puisque chaque portrait évoque un souvenir ou quelque chose qu'a vécu la personne. Donc il y a toujours cette part de fiction. Mais je pense pas que je vais revenir dans complètement quelque chose de fictionné, parce que maintenant je m'intéresse vraiment aux personnes en tant que telles.
Donc vous laissez vos personnages à produire leur propre fiction et vous vous contentez de les accompagner dans la documentation. C'est ça. Oui, il y a beaucoup plus d'échanges dans mon travail actuel. Bon, très bien. Malheureusement, nous n'avons plus de temps restant pour notre entretien. Je vous remercie, Léna Dur, pour d'être venue nous accompagner sur le plateau radio à la Chapelle-Méjean à Arles aujourd'hui. Et j'invite toutes les auditrices, tous les auditeurs à venir voir votre exposition qui est donc jusqu'au 7 novembre. 27 novembre. À proximité de Arles, au Château-Vert. Dans le Var, à Château-Vert. Oui. Dans le Var, à Château-Vert, au Centre d'art contemporain, voilà. Et en parallèle, à visiter votre site, donc que je vais vous donner, c'est lenadur, lenadu2r.com. Vous trouverez une mine d'images, de banques d'images, de photos, de textes aussi, et notamment toute la série des entretiens audio. Donc vous allez pouvoir plonger avec chaque personnage pour aller un peu plus loin. Voilà. Et je me permets aussi de conseiller à tout le monde de visiter, en tout cas de s'abonner à votre page Instagram, parce que c'est encore autre chose et c'est absolument exceptionnel. On trouve des objets photographiques qui sortent encore, qui ont une autre liberté, et j'ai beaucoup apprécié voir les quelques dizaines, enfin je pense que vous en avez des centaines, voire des milliers de photos. Donc voilà. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Les entretiens Anthropocène.